bonsoir. Avec cette vidéo, je vous propose de retourner dans la Rome antique. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Rome, des dernières années de la République jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident. Ceci est la deuxième partie de l'histoire de Rome. Vous trouverez un lien vers la première partie dans la description, mais vous n'avez pas besoin d'écouter la première partie pour comprendre ce qui va suivre. Donc il y a beaucoup à raconter ce soir, depuis l'ascension de Jules César jusqu'à la chute de l'Empire romain, en passant par son âge d'or au IIe siècle. Les derniers siècles de Rome sont probablement les plus importants si on s'intéresse à l'héritage romain, à la trace que Rome a laissée. Parce que c'est à travers cette présence longue, durable, en Europe et au Moyen-Orient, que les lois romaines, les sciences, l'architecture, la culture ont été transmis aux civilisations postérieures. Et c'est aussi à travers la structure de l'Empire romain que le christianisme s'est répandu dans les premiers siècles de notre ère. Alors ce soir, je vous parlerai d'épisodes tels que la conquête de la Gaule par Jules César, la tragédie de Cléopâtre, qui est morte avec l'indépendance de l'Égypte, la persécution des premiers chrétiens, Néron, les invasions barbares. Vous trouverez des liens pour sauter directement à chacun de ces sujets dans le premier commentaire sous la vidéo. Mais vous pouvez déjà vous préparer à ce voyage dans le temps. Il faut vous installer confortablement, assis ou allongé. Portez vos écouteurs. Et comme toujours, il ne sera pas nécessaire de regarder pour suivre l'histoire. Donc vous pouvez à tout moment choisir de fermer les yeux et vous laisser accompagner par le son de ma voix ou vous abandonner au sommeil. La vidéo sera toujours là pour y revenir plus tard. Donc retournons maintenant là où nous avions laissé l'histoire, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, la République romaine était déjà très ancienne. Elle avait été fondée à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, et elle avait déjà traversé de très nombreuses difficultés pour stabiliser ses institutions, faire la conquête de l'Italie, battre Carthage et s'étendre tout autour de la Méditerranée. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome est devenue, de loin, la puissance dominante du monde méditerranéen. Elle occupe une partie de l'Espagne, le sud de la Gaule, l'Italie, la Grèce, une partie de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Rome est riche, en avance technologiquement. Son armée est très puissante, nombreuse, très bien équipée. Tout ceci n'a pas exclu des problèmes au 1er siècle. Il y a eu des révoltes dans la République, par exemple en Espagne ou en Italie, notamment celle des esclaves derrière Spartacus. Il y a eu une prolifération de pirates qu'il a fallu combattre, mais en tant qu'État expansionniste, Rome est en très bonne situation à cette époque. Ce qui n'est pas en bonne situation, c'est son régime politique, la République, qui apparaît de plus en plus fragile. La République s'était construite sur la recherche d'un équilibre des pouvoirs et des droits qui a évolué avec le temps, entre d'une part une élite, les patriciens, qui contrôlent le Sénat et qui ont été à l'origine de la fondation de la République, et de l'autre le reste des citoyens qui forment la plèbe aussi a ses représentants, les tribuns, qui sont eux élus par l'Assemblée du peuple et qui bénéficient également d'un statut reconnu par les lois de la République. Mais après tous ces siècles de fonctionnement, même si les institutions sont très anciennes, très respectées, même si le pouvoir est peu personnalisé,
il y a 2 consuls qui sont élus chaque année et régulièrement remplacés, mais le système apparaît de plus en plus fragile. La politique est devenue plus violente à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le Sénat ou la plèbe n'hésitent plus à utiliser la violence ou les assassinats pour imposer leur vue. Un phénomène qui était absent auparavant se manifeste de plus en plus fréquemment. C'est l'émergence d'un général, d'un homme fort, derrière lequel une des 2 factions se range en espérant l'utiliser comme l'homme providentiel qui va permettre d'imposer ses positions. Il y a eu des généraux comme Marius, Sylla et plus récemment Pompée. Jusqu'à présent, aucun de ces hommes n'a saisi le pouvoir personnel pour le garder. Marius n'a pas osé. Sylla est devenu dictateur, mais il a ensuite, une fois son travail de rétablissement opéré, renoncé à son pouvoir. Et il reste comme l'image du dictateur modèle qui abandonne ses responsabilités et le pouvoir une fois sa mission achevée. Mais jusqu'à quand? Les sénateurs et les tribuns de la plèbe étaient parfaitement conscients du risque que cela pouvait représenter pour les institutions de la République. Mais malgré tout, ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire appel à ces hommes providentiels pour faire avancer leurs intérêts. Dans les années 70 avant Jésus-Christ, l'homme fort du moment est Pompée, le général Pompée, qui avait très bien servi Rome et la République en pacifiant l'Espagne, en organisant l'élimination de la menace des pirates dans la Méditerranée et en terminant la répression de la révolte de Spartacus. Et ensuite, il était parti en Orient, au Levant, pour conquérir de nouvelles provinces pour Rome. Quand il retourne de l'Orient, après 5 ans, sa gloire militaire et son autorité sont extraordinaires, et cette influence inquiète beaucoup de sénateurs qui lui deviennent hostiles. Alors Pompée s'allie avec 2 hommes qui ont connu une ascension fulgurante au sein de la plèbe pendant son absence, Crassus et César. À eux 3, ils obtiennent les pleins pouvoirs pour plusieurs années. Ils partagent le pouvoir entre eux, une forme de pouvoir qui est plus acceptable à Rome à cause de la tradition républicaine. Et cette alliance entre les 3, qui n'est pas quelque chose d'officiel, ça n'est pas un changement de régime, est appelée le triumvirat. Ceci se produit en 60 avant Jésus-Christ, et c'est là que j'avais arrêté l'histoire dans la première vidéo. Aucun des 3 hommes n'était très enclin à partager le pouvoir pour toujours, et donc ils ont, chacun de leur côté, décidé d'utiliser les années qu'ils avaient devant eux, après avoir reçu les pleins pouvoirs, pour renforcer leur position et accroître leurs chances de rester au pouvoir. Crassus était initialement le patron en politique, le mentor de César. Il avait amassé une fortune considérable. On le surnommait même l'homme le plus riche de Rome, et il avait été élu tribun de la plèbe. Crassus et Pompée se détestaient, se haïssaient, et leur alliance a toujours été assez instable. D'ailleurs, elle n'a duré que quelques années. Les 3 hommes s'étaient partagé la responsabilité de différentes provinces de la République romaine, et Crassus avait reçu le gouvernement de la province de Syrie, en Orient. Son intention était de l'utiliser, cette province, comme une base pour conquérir de nouveaux territoires pour Rome et acquérir la gloire militaire qu'il n'avait pas. Mais son expédition militaire contre l'empire parthe, le voisin oriental de l'empire romain, a tourné au désastre et il a entièrement perdu son armée et a été tué en 53 avant Jésus-Christ. César non plus n'avait pas cette aura de gloire militaire dont bénéficiait Pompée, et dès le début du triumvirat, il avait compris qu'il devait l'acquérir. Mais qui était César? Il venait d'une famille patricienne, la gens Julia,
Vous vous souvenez que gens est, en latin, le nom de ces familles étendues de Rome. César était devenu le maître, le pater familias, de cette famille très tôt, à l'âge de 16 ans, et très jeune, il avait commencé une carrière politique et il avait pris des responsabilités politiques et religieuses. Plus tard, il a formé une alliance politique avec Crassus, et les deux hommes ne se sont jamais trahis. Ils sont restés liés jusqu'à la mort de Crassus. Mais avant ça, je vous disais auparavant que César avait connu son ascension au sein de la plèbe, parce qu'il avait eu une vie déjà très mouvementée. Quelques années après ses débuts en politique, il avait entièrement perdu sa fortune familiale, parce qu'il était dans le mauvais camp au moment de la dictature de Sylla. Et donc il avait été privé de son héritage, et il avait dû s'éloigner de Rome. Il a servi dans l'armée, et il est retourné plus tard à Rome, en repartant presque de rien. C'est pour ça que, bien qu'ayant des origines patriciennes, c'est dans le Parti populaire, en tant que politicien avec un talent reconnu comme orateur, qu'il s'est réinventé. Et c'est aussi à cette période qu'il est rentré dans le cercle de Crassus. C'est comme ça qu'il a repris sa place à Rome jusqu'à être élu consul. César était extraordinairement ambitieux et comprenait parfaitement les institutions et l'équilibre du pouvoir à Rome. Il avait grandi dans une période où la vie politique était très violente et le Sénat ou la plèbe était tout à fait prêt à utiliser les armées pour écraser la faction adverse si nécessaire. Il avait compris aussi, comme Crassus, que la seule façon de gagner de la légitimité à Rome et de recevoir le soutien du peuple était à travers une démonstration de force, à travers des victoires militaires. Donc, dès la formation du triumvirat, son but principal est devenu la conquête de nouveaux territoires pour la République, bien sûr pour l'étendre et pour le bien de Rome, mais aussi pour asseoir sa propre position en acquérant cette aura de conquérant. L'objectif de César, ce serait la Gaule. Pourquoi la Gaule? Il avait reçu le commandement direct des provinces du sud de la France, qui étaient déjà romaines depuis plusieurs décennies. Et la Gaule était un objectif stratégique pour Rome. Déjà parce que la Gaule était très peuplée. Elle pouvait être transformée en une province riche si elle était bien exploitée. Il est difficile de savoir combien d'habitants il pouvait y avoir, mais les estimations tournent autour de 10 millions, ce qui était autant que l'Italie. La région était fertile, avec un climat plutôt agréable, d'où cette population importante, et la Gaule était aussi une menace pour Rome, parce qu'elle était proche de l'Italie, et elle devait donc être sécurisée. Les Romains n'avaient pas oublié l'invasion gauloise du IVe siècle avant Jésus-Christ, quand Rome avait été occupée et rançonnée par Brennus. Et enfin, la Gaule était très fragmentée. C'était une région avec une culture commune, la culture celte, mais de très nombreuses tribus, environ 60, qui étaient souvent en guerre les unes contre les autres. Et ce manque de coopération, de coordination entre les tribus était une opportunité parfaite pour les affronter séparément et même pour s'allier avec certaines d'entre elles. Comme d'autres peuples celtes en Europe de l'Ouest, les Gaulois n'avaient pas le genre de technologie et de sophistication administrative des Romains, mais ils n'étaient pas arriérés. Ils avaient des villes, certaines d'entre elles même d'une bonne taille, et leur armement était à peu près comparable par sa qualité avec celui des Romains. En particulier, la métallurgie gauloise était tout à fait avancée pour l'époque. En 58 avant Jésus-Christ, César répondit à l'appel d'une tribu pour l'aider contre une autre et entama une campagne qui se termina des années plus tard par la conquête de toute la Gaule. Initialement, les Romains progressèrent rapidement vers le nord pour prendre le contrôle du nord-est de la Gaule, c'est-à-dire la Belgique.
et depuis cette position, ils se sont ensuite rabattus vers le sud-ouest, vers la Loire et au-delà. À partir de 53 avant Jésus-Christ, donc 5 ans après le début de cette invasion, la présence des Romains conduit plusieurs tribus à s'allier entre elles et à accepter un chef commun pour conduire une campagne contre Rome. Ce chef, c'est Vercingétorix, et il est le chef de tribu des Arvernes, la tribu du centre de la France, qui a donné son nom à l'Auvergne. En 52 avant Jésus-Christ, une armée assez considérable, commandée par Vercingétorix, a battu 6 légions commandées par César à la bataille de Gergovie. Ça représentait à l'époque pour l'Empire romain un recul assez considérable, mais seulement temporaire, puisque la même année, César réussit à encercler et à assiéger Vercingétorix et une grande partie de son armée à l'intérieur du camp d'Alésia, en Bourgogne aujourd'hui. Les défenseurs ont commencé à souffrir de la faim et ont dû se rendre. Vercingétorix a été fait prisonnier et ensuite envoyé à Rome pour être exhibé dans le triomphe de César. Plus tard, il a été étranglé dans sa cellule de prison. Ensuite, la Gaule a été pacifiée et transformée en province romaine. Par sa superficie et sa population, c'était la conquête la plus importante de toute l'histoire de Rome à cette époque. Et César avait maintenant gagné le genre de gloire militaire et de popularité qui le mettait au même niveau que Pompée, son principal opposant. Crassus était mort en Orient dans sa tentative ratée de conquête contre l'Empire parthe, et le triumvirat avait donc cessé d'exister avec sa mort. Pompée s'inquiétait beaucoup de l'ascension de César, et le Sénat également, parce que César avait connu sa résurrection politique à l'intérieur du Parti populaire, alors que Pompée était beaucoup plus proche du Sénat. Donc les sénateurs nommèrent Pompée seul consul et ordonnèrent à César de dissoudre son armée. César refusa, et au lieu de ça, il marcha sur Rome avec cette armée. C'est à l'origine d'une anecdote assez connue, même si elle a probablement été un peu inventée plus tard, mais elle reflète à quel point César savait que défier le Sénat et Pompée pouvait seulement amener 2 résultats, soit la victoire, soit la mort pour lui. Quand il marchait vers Rome, à travers l'Italie, il aurait dit « Alea iecta est », le sort ou le dé est jeté, ce qui veut dire que les événements avaient atteint un point de non-retour. Et il y a une autre expression, franchir le Rubicon. Le Rubicon était une rivière au nord de l'Italie qui a un sens similaire. Franchir le Rubicon, c'est décider volontairement de passer un point de non-retour. Donc le franchissement du Rubicon marque le début d'une guerre civile entre les supporters de César et ceux de Pompée. Cette guerre civile commence en 49 avant Jésus-Christ. César atteint Rome et rentre dans la ville sans difficulté parce que Pompée et de nombreux sénateurs ont déjà fui Rome pour rejoindre la Macédoine où il prépare une armée. Alors César traverse la mer Adriatique et affronte ses opposants à la bataille de Pharsale. C'est une victoire décisive pour César, malgré une armée plus petite que celle de Pompée et des sénateurs. Pompée s'échappe vers l'Égypte et César le suit. Mais quand il arrive en Égypte, le roi Ptolémée XIII, a déjà ordonné l'assassinat de Pompée et envoyé sa tête à César. C'était une tentative pour gagner les faveurs du nouveau maître de Rome, mais ça s'est totalement retourné contre Ptolémée. Au lieu de gagner un ami, il s'est fait un ennemi mortel, parce que César était avant tout un politicien, avant d'être un général. Et son objectif était plutôt de consolider son pouvoir, plutôt que de chercher à se venger de ses ennemis. Montrer sa capacité à pardonner
et à unir les différentes factions était la meilleure façon d'apparaître au-dessus de la mêlée et de renforcer son pouvoir. C'est pour ça qu'il avait pardonné à de nombreux sénateurs et anciens soutiens de Pompée, en leur rendant même leurs attributions. César espérait faire la même chose avec Pompée lui-même, ce qui aurait été pour lui une très bonne opération de relations publiques. Mais en Égypte, César rencontre Cléopâtre. Elle se battait contre son frère Ptolémée, le même Ptolémée qui a ordonné l'exécution de Pompée, pour devenir la seule souveraine du pays. Et César, d'une part, commença une relation avec Cléopâtre, et d'autre part l'aida à s'emparer du trône. J'avais fait une vidéo sur l'histoire de Cléopâtre, qui raconte cette histoire en particulier, donc je mettrai un lien dans la description. Après son passage en Égypte, César continue sa campagne en Asie. Ce qu'on appelle l'Asie ici, c'est l'Asie telle que définie par les Grecs et les Romains, c'est-à-dire que l'Asie commence avec la Turquie, mais le monde au-delà de la Mésopotamie, à l'est, était très mystérieux pour eux. Les Romains étaient parfaitement conscients qu'il y avait d'autres pays et une très grande étendue au loin vers l'est. D'ailleurs, Alexandre le Grand avait atteint l'Asie centrale et même l'Inde, et il connaissait aussi l'existence de la Chine, parce que déjà dans l'Antiquité, la route de la soie, qui apportait différents produits généralement luxueux depuis l'Extrême-Orient, principalement par voie terrestre à travers l'Asie centrale et le Moyen-Orient, existait déjà. Après avoir changé de main de nombreuses fois, des produits précieux venus de Chine, des épices qui venaient de l'Asie du Sud-Est, pouvaient arriver jusqu'à Rome. Donc pour en revenir à notre histoire, en 46 avant Jésus-Christ, César a encore étendu les provinces de la République romaine et se retrouve le seul prétendant à la tête de cet empire républicain. Il retourne à Rome et se fait proclamer dictateur à vie. Officiellement, la République existait toujours, et ses institutions également. Mais dans les faits, un dictateur à vie n'est pas très différent d'un roi ou d'un empereur. En rassemblant autant de pouvoir dans ses mains, alors qu'il n'y a pas de menace imminente qui justifierait de donner tous les pouvoirs à un dictateur, César continue en fait à affaiblir les institutions de la République, presque à les ruiner. Il ne pouvait pas le savoir en 46 avant Jésus-Christ, mais il était en fait en train d'ouvrir la voie à la transformation de la République en un empire, dirigé par une seule personne. Peut-être que c'était une évolution inévitable à l'époque. Longtemps avant César, le fonctionnement des institutions avait commencé à se détériorer et à devenir de plus en plus violent. Il y avait eu plusieurs guerres civiles en moins d'un siècle, et à cause de la taille de Rome, avec toutes ses provinces au loin, peut-être que le genre de république qui avait fonctionné très bien quand le territoire était plus petit était en fait destiné à disparaître. On ne le saura jamais, mais peut-être que l'alternative à ce qu'a fait César et ses successeurs aurait été l'explosion de la République romaine, qui s'étendait maintenant de façon très large, depuis l'Espagne jusqu'à la Syrie et de la Belgique jusqu'à la Libye. Ce qui est en tout cas indéniable, c'est que la transformation de la République en empire, que on va aborder dans un instant, a ouvert ensuite une période beaucoup plus paisible à l'intérieur des frontières de Rome. Elle a presque mis fin au cercle vicieux des factions qui s'affrontaient sans cesse dans la cité de Rome et qui conduisaient à des guerres civiles en Italie. Mais César ne serait pas celui qui allait mettre fin à la République, parce qu'il avait toujours des opposants à Rome. Ces opposants étaient motivés par leur volonté de préserver la République, par leur ambition, mais c'étaient aussi des opposants à la politique de César, parce que comme dictateur, César a conduit une politique qui s'inspirait largement du programme du Parti populaire.
Il a limité le pouvoir du Sénat. Il a distribué des terres aux vétérans des guerres et aux pauvres. Ce serait complètement anachronique, mais si on devait positionner la politique de César sur un axe gauche-droite, elle aurait été assez fortement à gauche. En 44 avant Jésus-Christ, César a été assassiné à l'intérieur du Sénat par un complot qui incluait différentes personnes, y compris son propre fils adoptif, Brutus. César avait choisi un successeur, son neveu, Octave, plus connu sous le nom d'Auguste. On reviendra sur ce changement de nom. Et Auguste est connu comme le premier empereur de Rome. Mais quand César a été tué, Rome était toujours une république. Et une fois encore, le combat pour le pouvoir reprit immédiatement. 3 hommes s'allièrent pour former un nouveau triumvirat de dictateurs militaires. Il y avait Octave, l'héritier, et 2 consuls, Marcus Antonius, Marc-Antoine, et Marcus Lepidus. Ce dernier, Marcus Lepidus, était un allié proche de César jusqu'à son assassinat, et ces 3 membres du nouveau triumvirat se sont partagés, comme César, Crassus et Pompée, quelques années auparavant, l'administration des provinces de la République. Octave prit le contrôle des provinces occidentales, y compris Rome, Marc-Antoine l'Orient et Lepidus le Sud avec l'Afrique du Nord. Comme César avant lui, Octave n'était pas très enclin à partager le pouvoir, et son principal rival était Marc-Antoine, qui était maintenant au loin. Marc-Antoine avait rejoint l'Orient et commencé une relation, tout comme César auparavant, avec Cléopâtre. Et ça lui donnait une image de faiblesse à Rome, parce qu'il se retrouvait dans les bras d'une reine étrangère. Évidemment, les soutiens d'Octave n'hésitaient pas à répandre cette histoire pour ruiner la crédibilité de Marc-Antoine. À cette époque, l'Égypte était toujours indépendante, mais assez largement sous l'influence de Rome. Et c'était aussi une région stratégique dans le monde méditerranéen, parce que Rome avait besoin des céréales de la vallée du Nil. L'Italie à elle seule n'en produisait pas assez pour soutenir sa population, et en particulier la ville de Rome elle-même. Et tout comme la Gaule ou l'Italie, l'Égypte était un pays avec une population très importante. L'Égypte ptolémaïque, les Ptolémées étaient une dynastie d'origine grecque issue de l'explosion de l'empire d'Alexandre le Grand. Donc l'Égypte ne représentait pas une grande menace pour Rome, mais l'Égypte, alliée avec un consul qui contrôlait la moitié orientale de la République, pouvait être une grave menace. Et tout comme le premier triumvirat, le second se transforma en une guerre civile. Octave gagna cette guerre civile, en particulier après une bataille navale décisive à Actium en 31 avant Jésus-Christ. C'est probablement la bataille navale la plus grande et importante de l'Antiquité. Cette défaite scella le destin de Marc-Antoine et Cléopâtre. Chacun se suicida, et elle marqua aussi la fin de l'indépendance de l'Égypte, que Octave transforma en province romaine. Marcus Lepidus avait aussi été forcé à l'exil, et Octave était maintenant le seul dirigeant de Rome. En 27 avant Jésus-Christ, il obtient le titre d'imperator, ce qui veut dire commandeur, décerné par le Sénat et le peuple de Rome. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est le sens des initiales SPQR, Senatus et Populusque Romanus, le Sénat et le peuple de Rome. Ensemble, ils formaient le gouvernement de la République. Plus tard, Octave reçoit le nom d'Augustus, Auguste, qui veut dire le vénéré. Officiellement, Auguste n'a pas aboli
la République. Il était trop intelligent pour faire ça. Comme façade, la République est restée en place pour 3 siècles de plus, mais seulement comme une façade. En fait, elle avait été vidée de sa substance par les réformes d'Auguste. Le nouvel empereur, l'imperator, dans le système qu'il a créé, hériterait sa charge et gouvernerait pour toute sa vie, formant des dynasties. C'est pour ça que l'année 27 avant Jésus-Christ, quand Auguste a été fait empereur, est considérée comme la fin de la République et le début de l'Empire. Mais il n'y a jamais eu aucune proclamation de cet empire. En fait, Auguste a simplement continué le travail de César, qui avait été interrompu par son assassinat. En tout cas, la fin de la République et la victoire complète d'Auguste ouvrent une période durable de stabilité, qui est quelque chose que la République n'avait jamais véritablement su installer. Stabilité ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé à l'intérieur de l'Empire. Il y a eu bien d'autres conflits sur les frontières et des guerres pour conquérir plus de provinces. Mais de manière générale, et pendant longtemps, l'intérieur de l'Empire romain est resté relativement paisible. Les transitions entre les empereurs ont rarement été faites en douceur. On va en parler dans un instant. Mais l'Empire, pendant très longtemps, n'a pas été frappé de grandes guerres civiles, comme il l'était dans le second et premier siècle avant Jésus-Christ. Pour ces raisons, le début de l'Empire est aussi le début de ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, une longue période de stabilité qui a fait beaucoup en contribuant à la prospérité de chacune de ces provinces et dont on se souvenait encore comme d'une sorte d'âge d'or plusieurs siècles après. Qu'est-ce que voulait dire cette prospérité? Parce que quand on regarde l'histoire, on est toujours tenté de se focaliser sur les événements, les tendances ou les gens au pouvoir. Mais les gens avaient bien d'autres préoccupations dans leur vie quotidienne. Et il n'existe pas bien sûr de statistiques à propos de leurs revenus ou du niveau de vie. Mais il est possible d'estimer la richesse relative des régions, ce qu'elles produisaient et comment l'économie fonctionnait. La région la plus riche de l'Empire était probablement l'Italie, parce qu'elle avait les meilleures infrastructures, elle recevait les taxes, les impôts des autres provinces, et elle était aussi le centre commercial, marchand de l'Empire romain. Elle était suivie par l'Asie romaine, c'est-à-dire l'Anatolie, la Turquie, l'Égypte et la Gaule. L'économie était évidemment très agraire, centrée sur l'agriculture et sur l'échange des produits agricoles. Mais à côté de l'agriculture, les mines et la métallurgie ont connu aussi un énorme développement à l'époque romaine. Les principales régions minières de l'Empire étaient l'Espagne, la Gaule et l'Anatolie. Pour certains métaux comme le plomb, l'Empire romain a eu un impact très visible sur la production mondiale. On le sait à travers l'analyse des couches de glace dans certaines régions, comme le Groenland, parce que le niveau de pollution au plomb dans l'atmosphère est resté dans certaines couches de glace et elles peuvent servir de baromètre de l'état de l'atmosphère à des époques plus anciennes. On y voit dans ces couches de glace que la pollution au plomb dans l'atmosphère a grimpé de façon très importante dans les premiers siècles de notre ère, avant de s'effondrer à l'époque où l'Empire romain s'est lui-même effondré. Et elles ne sont, ces pollutions au plomb, revenues à leur pic de l'époque antique qu'au XVIIIe siècle, quand la révolution industrielle a commencé à décoller. C'était la même situation pour le cuivre. L'Espagne à elle seule représentait à l'époque 40% du cuivre produit dans le monde. La production de fer était estimée à 1,5 kg, 3 livres par personne. C'est plus que dans l'Europe médiévale. Les métaux précieux étaient également relativement abondants
à l'intérieur de l'Empire romain. Il circulait avec le commerce entre les provinces, mais il n'y avait pas de sortie importante de métaux précieux. Donc avec l'activité minière, le stock d'or et encore plus le stock d'argent a augmenté de façon très importante. Plus tard, au Moyen Âge, les métaux précieux sont devenus assez rares en Europe parce que l'Europe était un acheteur net de produits étrangers et devait payer ses produits avec des métaux précieux. Donc l'or et l'argent avaient tendance à quitter l'Europe pour partir vers le Moyen-Orient, l'Asie. Et là aussi, il a fallu plus de 1000 ans à l'Europe pour retrouver une abondance de métaux précieux aussi importante qu'à l'époque romaine. Ça ne s'est produit qu'à partir du XVIe siècle, suite à la découverte de l'Amérique et à l'importation en Europe de très grandes quantités d'or et d'argent. Il y avait aussi l'équivalent de banque et le crédit était disponible pour les commerçants. Tout ça a été rendu possible par la monétisation de l'économie romaine. Contrairement à d'autres sociétés antiques, par exemple comme l'Égypte, les gens à l'époque de l'Empire romain exprimaient le prix des biens en argent. Le troc n'était plus la façon normale de faire des échanges commerciaux. Beaucoup de pièces ont été créées, fabriquées, et elles sont toujours relativement abondantes dans les musées ou dans les collections privées. L'État fonctionnait en levant des taxes sur les revenus, sur le commerce entre les provinces, et pouvait à la fois financer son armée et des infrastructures spectaculaires, en particulier à Rome elle-même. La répartition des revenus et des patrimoines était bien sûr très inégale. On estime qu'environ 90% des gens vivaient avec le minimum vital et étaient proches d'un niveau de subsistance. Il y avait environ 10% de la population qui constituait une sorte de petite classe moyenne qu'on trouvait souvent dans les villes. Et enfin, il y avait 1 ou 2% de la population qui pouvait vivre avec différents niveaux de luxe. Tout ceci sont juste des estimations assez vagues, mais elles reflètent assez fidèlement sans doute le niveau d'inégalité entre les classes sociales qui existaient à cette époque. En réalité, la distribution des revenus entre les classes sociales était assez proche de celle qui a été observée en Europe et au Moyen-Orient, jusqu'à la révolution industrielle, quand une classe moyenne un peu plus large a commencé à apparaître. Il y avait de très grandes fortunes dans certaines familles, généralement assises ou développées par les activités bancaires. Ils prêtaient de l'argent sur le commerce ou sur la spéculation immobilière. C'est notamment par la spéculation immobilière que Crassus, du premier triumvirat, le mentor de César, avait construit sa fortune. Quand l'Empire occidental a commencé à décliner fortement au IVe et Ve siècle, il est devenu de plus en plus difficile de faire payer ces familles très riches, de leur faire payer des taxes. Et l'État, le gouvernement en général, est devenu de plus en plus pauvre à l'intérieur d'un empire qui était pourtant très riche. Certains historiens ont avancé la théorie selon laquelle cette incapacité à se financer pourrait avoir expliqué la faiblesse de Rome, de son État, face aux invasions barbares. Il ne faut pas simplifier trop, il y a eu de nombreuses raisons qui ont expliqué la chute de l'Empire romain. Mais il y a peut-être quand même une leçon à méditer ici, en refusant de donner une petite partie de leurs revenus ou de leur patrimoine. Les super riches de l'Empire romain ont peut-être tout perdu, parce qu'il n'y avait plus d'État ni de société qui fonctionnait et qui défendaient leurs propriétés. Mais retournons au règne de l'empereur, le premier empereur, Auguste. Ça a été un règne particulièrement long. Il est mort, apparemment de cause naturelle, en l'an 14 de notre ère, après 40 ans comme empereur.
Auguste a fait plus que quiconque, avant ou après lui, pour étendre l'Empire romain. Après l'annexion de l'Égypte, dont je vous ai déjà parlé auparavant, il a ordonné la conquête du reste de la péninsule ibérique. Rome était déjà en Espagne depuis très longtemps, plus de 200 ans, après la deuxième guerre punique, dont on a parlé dans la première vidéo. Mais l'ensemble de la péninsule ibérique, avec l'Espagne et le Portugal, n'avait pas encore été occupé entièrement. Il a aussi repoussé la frontière du nord jusqu'au Rhin et au Danube. Tout ça ne s'est pas fait sans difficulté, en particulier contre les tribus germaniques. Les Romains ont souffert une de leurs pires défaites dans toute leur histoire contre les Germains à la bataille de la forêt de Teutobourg en l'an 9 de notre ère. 3 légions romaines ont été entièrement détruites en une seule bataille. Le nombre de légions avait été augmenté jusqu'à 50 pendant la guerre civile entre Octave et Marc-Antoine. Et ensuite, le nombre de légions avait été réduit à 28. Donc 3 légions, c'était environ 10% de l'intégralité de l'armée romaine perdue en une bataille. Mais néanmoins, malgré quelques déconvenues et des révoltes ponctuelles dans certaines provinces, le règne d'Auguste a été un règne de succès militaire et il a contribué à énormément étendre et renforcer l'Empire romain. Il meurt en 14, apparemment de cause naturelle, à l'âge de 75 ans. Je dis apparemment parce qu'on va voir que la mort naturelle a été finalement assez peu commune parmi ses successeurs. L'Empire a peut-être été relativement stable, mais les transitions entre les empereurs se sont faites très souvent dans la violence. Octave, et plus tard Auguste, reste tout de même une figure un peu controversée dans l'historiographie. Il est souvent, non pas détesté, mais peu aimé à cause de son ambition très importante, sa sévérité aussi, et le fait qu'il ait mis fin à la République. En fait, il a simplement continué une tendance qui avait commencé bien avant lui. Il n'a pas inventé la dictature, d'ailleurs elle était déjà présente, même dans les tout premiers âges de la République romaine, même si elle était toujours limitée dans le temps et pour une durée relativement courte, et limitée à des situations d'urgence, notamment militaires. Le Sénat attribuait les pleins pouvoirs à quelqu'un pour quelques mois. Cette tradition de la dictature a été ensuite ravivée à l'époque de Sylla, et César a été le premier à devenir dictateur à vie. Auguste n'était pas techniquement un dictateur, mais le résultat était très proche. Il concentrait dans ses mains énormément de pouvoir. Mais d'une certaine manière, César est au moins autant responsable que lui de la destruction de la réalité de la République romaine. Peut-être que, au-delà de ces considérations, certaines personnes n'aiment pas Auguste à cause de sa froideur et de son comportement très ambitieux. La plupart du temps, les histoires sont racontées du point de vue de ses opposants. Par exemple, toutes les histoires à propos de Cléopâtre et de cette période pendant laquelle l'Égypte a perdu son indépendance définitivement sont racontées du point de vue de Cléopâtre et de Marc-Antoine, et Auguste est toujours présenté comme l'opposant. En tout cas, il est très probablement le dirigeant le plus important de toute l'histoire de Rome, pour ses conquêtes, la transformation qu'il a opérée des institutions et la durée de son règne. Le nouveau système qu'il a mis en place faisait de la transmission entre les empereurs quelque chose d'héréditaire. Mais il a survécu à plusieurs de ses successeurs possibles, et lorsqu'il est mort, la fonction est passée à son beau-fils, Tiberius, Tibère. Les successeurs de Auguste, en incluant Tibère, constituent ce qu'on appelle la dynastie julio-claudienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Auguste
comme Jules César, appartenait à la gens, la famille Julia, famille patricienne, et le beau-fils d'Auguste, Tibère, était de la gens Claudia. Jusqu'en 68, les dirigeants de l'Empire romain étaient issus des deux familles, d'où ce nom de dynastie julio-claudienne. Une autre chose qui peut prêter à confusion est le titre de César. Initialement, c'est un nom, le nom de Jules César, mais avec le temps, c'est devenu un titre qui a été utilisé par les empereurs successifs qui s'appelaient eux-mêmes César. Les successeurs directs d'Auguste font assez pâle figure en comparaison. Après quelques années, l'empereur Tibère est devenu de plus en plus paranoïaque et a ordonné de nombreuses exécutions pour se débarrasser de quiconque pourrait comploter contre lui. Quand il est mort, la plupart des gens qui auraient pu lui succéder avaient déjà été tués et la fonction est tombée sur son petit-neveu, Gaius, également connu comme Caligula. Caligula veut dire littéralement petite botte, mais le nom est devenu un symbole de la folie en politique. Caligula était effectivement malade mental, selon différents récits, mais il faut les prendre avec prudence. Il aurait par exemple une fois nommé son cheval favori sénateur et aurait voulu que le cheval siège au Sénat. Le règne de Caligula a été court, il a duré seulement 4 ans, jusqu'à son assassinat par le commandant de sa garde. Et son successeur est l'empereur Claudius, Claude. Après la mort de Caligula, l'expérience impériale aurait en fait pu se terminer et la République aurait pu être réinstaurée. Le Sénat en a débattu. Mais la garde prétorienne est une garde qui avait été créée par Auguste pour défendre les empereurs et maintenir l'ordre à Rome, a acclamé Claude comme empereur. Et c'est grâce à cette initiative, ou à cause de cette initiative, que l'Empire a continué. Claude a été un empereur beaucoup plus satisfaisant que ses deux prédécesseurs. Sans être forcément extraordinairement brillant, au moins il n'était pas ni paranoïaque ni fou. Et il a poursuivi l'expansion de l'Empire. En particulier, il a ordonné la conquête de la Grande-Bretagne en 43. La Grande-Bretagne n'a jamais été entièrement envahie par l'Empire romain. Les Romains sont allés vers le nord jusqu'à ce qui est quasiment aujourd'hui la séparation entre l'Angleterre et l'Écosse. Un aspect du règne de Claude qui a été le sujet de très nombreuses théories, romans, tragédies même, c'est sa vie de famille et sa mort. Il aurait pu être empoisonné par sa 4e femme, Agrippine, qui voulait s'assurer du passage du titre d'empereur à son propre fils, qui était devenu le fils adoptif de Claude, Néron. Cet héritage s'est fait au détriment du propre fils de Claude, Britannicus, qui était issu d'un mariage précédent. Agrippine a été largement décrite par les contemporains et ensuite les historiens comme un personnage particulièrement inquiétant mais fascinant aussi, très ambitieuse, capable d'être très violente, et il y a sans doute une part de vérité dans ces descriptions. Elle aurait été aussi extrêmement belle et attractive physiquement. Et donc elle est devenue une sorte de stéréotype de la femme fatale, immorale et prête à tout. Dans tous les cas, elle a terminé elle-même exécutée par son propre fils, Néron, 5 ans après l'accession de Néron au trône. Le règne de Néron, qui a donc succédé à Claude, a duré 15 ans, et c'est un des empereurs romains les plus connus, les plus célèbres, mais pas pour les bonnes raisons. On ne peut pas exactement savoir jusqu'à où, mais il est probable qu'Agrippine avait l'intention de régner ou au moins d'influencer très fortement le pouvoir à travers son fils. Mais il a en tout cas réglé le problème en se débarrassant d'elle,
Elle a été poignardée jusqu'à la mort sur l'ordre de Néron. Néron a fait beaucoup pour développer l'infrastructure culturelle à Rome. Mais l'épisode le plus marquant de son règne, c'est le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ. Et il a toujours été soupçonné de l'avoir, si ce n'est initié, du moins favorisé, parce que c'était pratique pour ses projets de construction. La légende de Néron qui récite de la poésie ou qui joue de la harpe en contemplant Rome en train de brûler est associée à cet épisode, même si elle a probablement été inventée de toutes pièces. Mais il est vrai que Néron n'était pas parfaitement sain d'esprit. Il pensait être un dieu et un artiste génial. Et il avait ordonné la construction de la Domus Aurea, la maison dorée, qui était un palais gigantesque qui nécessitait beaucoup d'espace au cœur de Rome. La Domus Aurea a été construite, mais elle est devenue ensuite une source d'embarras pour les successeurs de Néron. Donc petit à petit, ils ont utilisé le site pour construire de nouvelles choses, des bains, un amphithéâtre, un temple de Vénus, et en une quarantaine d'années, le palais de Néron a été entièrement vidé de tous ces matériaux précieux et a fini par disparaître sous de nouvelles constructions. Le règne de Néron a aussi vu une victoire à l'est, en Orient, contre l'Empire parthe et la répression de la révolte de Boudica en Grande-Bretagne qui a terminé la pacification de la Grande-Bretagne. Néron était devenu extrêmement impopulaire et il a fini par être écarté par un coup d'État militaire. Ensuite, dans les mains du Sénat, il a été tué ou alors il s'est suicidé, on ne le sait pas précisément. Un autre aspect saillant du règne de Néron, c'est le début de la persécution des chrétiens dans l'Empire romain, qui a commencé en fait juste après le grand incendie de Rome en 64. Cette persécution a duré pendant plus de 2 siècles, jusqu'en 313, quand la religion chrétienne a été légalisée dans l'Empire romain. Mais il faut un peu s'arrêter justement sur cette persécution et le développement du christianisme dans l'Empire romain. Comme je vous l'expliquais dans la première partie de cette histoire, il y avait une grande variété de religions à l'intérieur de l'Empire romain et de ses provinces. Les Romains acceptaient parfaitement la coexistence de leurs dieux avec d'autres panthéons, d'autres religions. Mais cette tolérance avait aussi ses limites, parce que la religion et l'ordre social, ou alors la religion et l'État, étaient entièrement confondus dans la civilisation romaine. Participer aux cérémonies religieuses et faire des offrandes aux dieux, montrer son respect aux dieux romains, c'était une façon d'affirmer son appartenance à la société romaine et de soutenir l'ordre social. Avant les chrétiens, il y avait déjà eu des cas à petite échelle de persécution contre des cultes qui n'arrivaient pas à rentrer dans ces règles romaines, et on les qualifiait alors de superstitiaux. La superstition, pour les Romains, avait un sens, une connotation beaucoup plus grave que le terme de superstition aujourd'hui. La superstitio, c'était un ensemble de croyances religieuses et de pratiques religieuses qui n'étaient pas seulement différentes du reste de la société, mais qui étaient aussi un risque, une menace pour elle. Ces cultes, les Romains le croyaient, éloignaient les gens de l'harmonie et de l'ordre social et les rendaient fous. Et sur ces bases, certains cultes avaient été déjà persécutés dans l'histoire romaine. Par exemple, les participants au culte de Bacchus dans le courant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y avait eu aussi des mesures prises contre certains cultes druidiques dans les provinces avec une culture celte comme la Gaule. Pour un peu les mêmes raisons, parce qu'ils refusaient de participer aux cérémonies romaines, il y avait une suspicion envers les Juifs.
Ils n'étaient pas ouvertement et officiellement persécutés, parce qu'au moins leur religion était déjà très ancienne, et d'un autre côté, les Romains considéraient le fait d'honorer la tradition ancestrale comme étant fondamentalement correct pour un individu. Mais certains Romains se méfiaient de la religion juive, qui était considérée comme un culte dangereux. En général, les Juifs ont été laissés libres de pratiquer leur religion, mais une taxe spéciale, la taxe juive, a été créée. Donc il y avait un certain niveau de discrimination contre eux. Quand le christianisme est apparu, donc il était tout jeune, au 1er siècle, il a été initialement considéré par les Romains comme une secte à l'intérieur du judaïsme, en raison de l'endroit où il était apparu, et parce que tous les premiers fidèles étaient juifs. Mais assez vite, une distinction est apparue avec les premières conversions, et quand les chrétiens ont refusé de payer la taxe des juifs. Et le christianisme est tombé très vite dans cette catégorie de la superstitio pour la plupart des Romains, parce qu'ils rejetaient les dieux traditionnels et les accusaient d'être des idoles fausses, parce qu'ils impliquaient le refus de participer aux cérémonies et donc de s'affirmer comme membre de la société romaine. Et en plus de ça, ce qui était insupportable pour les classes dirigeantes, c'est que le christianisme prêchait l'égale dignité entre tous les hommes, alors que l'ordre social romain était fondé sur la classe sociale et les droits de naissance. Donc le christianisme a été vu comme une secte qui pouvait être dangereuse pour la société. Et parce que les chrétiens étaient plutôt ostracisés dans la société romaine, ils devaient également se dissimuler, se rencontrer éventuellement de nuit dans des endroits privés, dans un monde romain où la religion était éminemment publique. Elle devait être visible puisqu'elle était un constituant de l'ordre social. Et donc ce côté secret a ajouté une autre couche de suspicion envers les chrétiens. Au moins, le judaïsme avait le mérite d'être ancien, donc respectable, et de ne pas faire de prosélytisme. Alors qu'au contraire, le christianisme, c'était le fait de suivre Jésus-Christ, mort très récemment, mort en tant que criminel, condamné par les Romains eux-mêmes, et pour ces raisons, le christianisme a été rapidement rejeté profondément par la société romaine, à tous les niveaux. Néron a été le premier empereur à essayer d'utiliser les chrétiens comme bouc émissaire, à leur faire porter la responsabilité des difficultés de son règne. Il savait qu'il allait trouver un terrain fertile, favorable, pour répandre ce genre de haine contre un groupe. Ensuite, pendant très longtemps, après une première vague de persécution sous Néron, l'État s'est désintéressé de la persécution systématique des chrétiens. Régulièrement, le christianisme était interdit ou un peu persécuté dans certaines provinces. Il y avait des émeutes populaires contre les chrétiens et les autorités avaient tendance à ne pas intervenir pour maintenir la population satisfaite. Mais c'est ensuite au IIIe siècle que les persécutions systématiques sont revenues, organisées par l'État. En l'an 250, l'empereur Decius a émis un décret qui réclamait de tous les Romains de faire des sacrifices publics aux dieux, ce qui était en fait une façon de tester la fidélité, l'allégeance à l'empereur et à l'ordre établi. Tous les citoyens qui refusaient de faire ces offrandes, même en leur donnant l'opportunité de le faire une deuxième fois, étaient arrêtés, torturés et exécutés. Et en pratique, ça voulait dire principalement les chrétiens. C'est à partir de ce moment qu'une persécution systématique par l'Empire romain s'est mise en place et elle a culminé à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle. Cette persécution a scindé, divisé des communautés chrétiennes entre ceux qui acceptaient pour sauver leur vie et pour la forme de se livrer aux offrandes réclamées par l'État
et ceux qui au contraire restaient sur leur position de principe et acceptaient leur martyr. La partie la plus visible, connue ou spectaculaire de cette persécution, c'est la façon dont certains martyrs chrétiens ont vu leur exécution transformée en distraction. Leur martyr a eu lieu dans des jeux publics où leur exécution était mise en scène avec des animaux sauvages ou des combattants. Il y a eu ensuite un retournement complet de la situation au début du IVe siècle. Le christianisme avait finalement réussi à progresser jusque dans les cercles du gouvernement et il a fini par être autorisé. Encore plus tard, des empereurs se sont convertis au christianisme et en ont fait la religion officielle de l'Empire romain. Mais on en était à la chute de Néron très longtemps avant ces événements. Donc Néron est mort sans héritier et sa mort a mis une fin à cette dynastie julio-claudienne que je mentionnais auparavant. Il y a eu une guerre civile en 68 et 69, connue comme l'année des 4 empereurs, parce que plusieurs d'entre eux se sont succédés rapidement. Et c'est finalement l'accession de Vespasien, le premier dirigeant de la dynastie flavienne, qui marque le retour à une certaine stabilité. C'est Vespasien qui commença la construction du Colisée à Rome, et il a gardé le pouvoir pendant 10 ans. Il a été succédé par Titus pendant 2 ans. Le règne de Titus est surtout connu pour l'éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Ensuite, Domitien, qui était un retour au type de paranoïa connu à l'époque de Tibère, et il a été assassiné en 96. À ce stade, à la fin du 1er siècle, après plusieurs empereurs et plus d'un siècle, il devenait un peu difficile de défendre le concept du système impérial. La majorité des empereurs au pouvoir avaient été soit incapables, soit paranoïaques, soit complètement fous. Mais malgré tout, une période beaucoup plus faste allait bientôt commencer, le 2e siècle de notre ère, avec 5 empereurs consécutifs qui se sont tous avérés compétents et capables d'organiser leur succession. Nerva, Trajan, Adrien, Antoine et Marc Aurèle. Pendant le 2e siècle, les transitions entre les empereurs ont été beaucoup plus pacifiques. L'Empire a atteint sans doute le pic de sa prospérité et également son extension maximale sous Trajan au début du 2e siècle. L'expression Pax Romana s'applique particulièrement bien au 2e siècle parce que même s'il y a eu des guerres presque constantes sur les frontières et occasionnellement des révoltes, en général l'ordre a été maintenu et la vie politique a été plus pacifique. Les transitions entre les empereurs ont pu être aidées par le fait que, jusqu'à Marc Aurèle, ils n'ont pas eu d'héritier biologique. Donc la transition se faisait par filiation. Ils choisissaient leur héritier et l'adoptaient. Mais Marc Aurèle a eu un fils, le futur empereur Commode, et beaucoup d'historiens datent le début du déclin de Rome au règne de Commode. Si vous vous posez la question, c'est le même Commode qui apparaît dans le film Gladiator. L'empereur qui l'assassine au début serait Marc Aurèle, et tout comme dans le film, Commode était effectivement fou, malade mental. Mais il est resté au pouvoir pendant 12 ans, et c'est finalement un complot qui a conduit à son assassinat en 192. Après la mort de Commode, a suivi une période de troubles et différents prétendants sont apparus. Celui qui l'a finalement emporté après une guerre civile a été Septime Sévère. Il était soutenu par une partie de l'armée et il a battu son dernier opposant en 197
à la bataille de Lugdunum. Lugdunum, c'est Lyon, c'était le nom romain de la ville de Lyon. S'ensuit une période de répit avec plusieurs empereurs de la dynastie fondée par Septime Sévère. Mais l'Empire entre ensuite dans une période de crise très profonde pendant 50 ans, à partir des années 230 de notre ère. Cette crise s'appelle la crise du IIIe siècle. L'instabilité politique et les morts violentes d'empereurs se succèdent. En 235, Alexandre Sévère a été tué par ses propres troupes et l'Empire est frappé de plus en plus par des pressions venues de l'extérieur qu'il ne réussit pas à contenir. Il y a des tribus germaniques qui font des raids à travers la frontière. Au Moyen-Orient, il y a l'Empire sassanide qui a succédé à l'Empire parthe. Et en plus de tout ça, il y a une très grave épidémie qui s'appelle la peste de Cyprien, qui commence en 251. Elle cause une mortalité très élevée et perturbe l'Empire dans son ensemble. La situation devient tellement hors de contrôle qu'en 258, l'Empire explose. Il se casse en 3 États. Il y en a un à l'ouest avec la Grande-Bretagne, la Gaule et l'Hispanie, la péninsule ibérique. Il y en a un dans l'est avec la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Et ceux qui restent au centre. Il faut ensuite 16 ans et 2 empereurs pour restaurer l'Empire, pour battre les barbares, sécuriser plus ou moins les frontières et rattacher à nouveau les provinces révoltées. Tout ça se termine en 274 grâce à l'empereur Aurélien qui peut être crédité pour cette restauration de l'Empire romain. Mais des dommages irréparables ont été occasionnés, en particulier dans la partie occidentale de l'Empire romain. Des villes ont été détruites, le système économique a été brisé, et pour tenter de sauver cet empire qui est reconstitué mais fragile, un empereur, Dioclétien, tente une réforme très importante. L'empire n'était pas plus grand que 2 siècles auparavant, mais les provinces avaient gagné plus d'indépendance au IIIe siècle, et le système impérial semblait incapable de maintenir durablement la cohésion de l'Empire romain. Dioclétien, le nouvel empereur, avait compris que l'Empire était devenu ingouvernable par une seule personne, à cause de la décentralisation, et aussi à cause de l'existence de menaces sur différents fronts. Alors il décide de scinder l'Empire en 2 parties, pour des raisons administratives. Avec 2 empereurs égaux, l'Empire romain reste théoriquement uni, mais il sera géré par 2 empereurs différents. Et quelques années plus tard, chacune des 2 moitiés est elle-même coupée en 2, avec un empereur secondaire, un empereur junior si on veut, qui est choisi par eux pour commander la moitié de leur domaine. Donc ça devient ce qu'on appelle une tétrarchie. 4 dirigeants, chacun avec un quart de l'Empire, et s'assurant aussi que les transitions entre empereurs sont plus douces puisque l'empereur junior a vocation à remplacer l'empereur senior dans la moitié d'empire dont ils ont la charge. Ces réformes ont probablement permis à l'Empire romain de durer plus qu'il ne l'aurait fait sans elles. Il était au bord de l'effondrement à la fin du IIIe siècle, et au début du IVe, Dioclétien avait réussi à le stabiliser. Mais la tétrarchie n'a pas duré très longtemps, et dès après la disparition de Dioclétien, des prétendants multiples ont commencé à apparaître. Au long du IVe siècle, l'Empire romain oscille constamment entre la partition et la réunification. Il est réuni à nouveau sous un seul empereur, à l'époque de Constantin, et encore une autre fois sous l'empereur Théodose,
qui meurt en 395. C'est lui qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Ses deux fils héritent chacun une moitié de l'Empire, et à partir de là, la partie occidentale a décliné progressivement et s'est même désintégrée dans le courant du 5e siècle. À cause de la menace des raids des barbares, les empereurs décident de bouger la capitale de la partie occidentale à Ravenne, au nord de Rome, pour des raisons de défense. Ça paraît un peu contre-intuitif, alors que la menace barbare vient du nord, de bouger la capitale dans cette direction. Mais en comparaison avec Rome, Ravenne avait une bonne position défensive, elle était entourée par des marécages, et elle était aussi plus proche de l'Empire romain d'Orient. Ça n'a pas empêché Ravenne de tomber aux mains des envahisseurs. En fait, au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident était incapable de se défendre ou d'absorber les vagues d'envahisseurs ou de tribus germaniques qui eux-mêmes fuyaient d'autres envahisseurs tels que les Huns. Donc petit à petit, l'Empire s'est retiré de ses provinces les plus éloignées, comme la Grande-Bretagne, et a essayé de défendre l'Italie, la Gaule et l'Espagne. Mais après des décennies de déclin et de perte de territoire, le dernier empereur, Romulus Augustulus, a été déposé en 476 par un seigneur de guerre germanique, qui s'est lui-même d'ailleurs couronné roi d'Italie. 476, c'est la date généralement admise comme étant la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire de l'Empire romain, puisque la partie orientale, qui a été plus tard renommée Byzance, l'Empire byzantin, a continué à exister pour presque 1000 ans de plus, et a même fleuri dans les siècles qui ont suivi la chute de l'Italie. Par moments, il a reconquis des parties de l'Empire occidental. Mais c'est une autre histoire, et je vais arrêter le récit maintenant avec la disparition de l'Empire romain d'Occident. La perte de la domination romaine en Europe de l'Ouest a plongé ces régions dans la guerre, dans des fragmentations. L'économie s'est arrêtée et n'est pas retournée à son niveau de production de l'époque romaine avant des siècles. Sur les ruines de l'Empire romain, ces envahisseurs ont créé leur propre royaume et ont commencé un processus très long, très erratique, qui a commencé la formation des pays, des nations européennes actuelles. La ville de Rome a connu quasiment un effondrement après la disparition de l'Empire. Sa population a chuté de 1 million d'habitants à son âge d'or au IIe siècle, jusqu'à seulement quelques milliers, même si Rome est toujours resté le centre de l'Église catholique. Et pourtant l'histoire de cette ville était loin d'être terminée. Elle a connu, bien plus tard, une résurrection économique et culturelle, 1000 ans après sa chute, devenant cet endroit incroyable aujourd'hui où les ruines de la Rome antique coexistent avec des palais extravagants, des églises de la Renaissance et de l'époque baroque. Mais là aussi, c'est une autre histoire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette longue exploration de l'histoire romaine. J'y reviendrai sans doute pour expliquer certains aspects comme le désastre de Pompéi ou la construction du Colisée et les combats de gladiateurs qui y avaient lieu. Merci beaucoup pour votre attention et pour être resté si loin dans cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos d'ASMR en français. Au revoir.